Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique des tactiques du marketing 5.0. Alors nous verrons dans un premier temps ces différentes tactiques et nous les analyserons en détail. Le marketing piloté par les données, le marketing prédictif, le marketing contextuel, le marketing augmenté et enfin le marketing agile. Quand on parle de marketing 5.0, on peut dire que ce marketing s'articule autour de trois applications interdépendantes et de deux disciplines organisationnelles. Ces trois applications interdépendantes sont le marketing prédictif, le marketing contextuel et le marketing augmenté. Ces deux disciplines organisationnelles sont le marketing piloté par les données et le marketing agile. Quand on parle de cette première discipline, le marketing piloté par les données, il s'agira de collecter et d'analyser les mégadonnées en provenance de sources internes et externes afin de mettre en place un écosystème de données pour encadrer et optimiser les décisions du marketing. C'est la première composante. Ensuite, parlons d'une discipline, le marketing agile. Alors, ce marketing agile consiste à utiliser des équipes décentralisées transversales pour conceptualiser, concevoir, développer et valider rapidement des produits et des campagnes marketing. L'agilité organisationnelle pour faire face au marché en constante évolution devient cette seconde discipline. Et puis nous allons parler de ces trois applications. Première application, le marketing prédictif. Le marketing prédictif, c'est le processus de construction et d'utilisation de l'analyse prédictive, parfois avec l'apprentissage automatique, pour anticiper les résultats des activités de marketing avant le lancement. Deuxième application, le marketing contextuel. Le marketing contextuel est l'activité qui consiste à identifier et profiler les clients, ainsi qu'à leur fournir des interactions personnalisées en utilisant la technologie des capteurs et des interfaces digitales dans l'espace physique. En fait, il s'agit de l'espine dorsale qui permet aux spécialistes marketing d'effectuer un marketing personnalisé en temps réel. Troisième application, le marketing augmenté. Le marketing augmenté, c'est l'utilisation de la technologie digitale pour améliorer la productivité des spécialistes du marketing en contact avec la clientèle grâce à des technologies imitant l'homme telles que les chatbots et les robots virtuels. Rappelons que toutes ces thématiques, toutes ces technologies demeurent au service de l'humain. Alors, être au service de l'humain, cela signifie imiter les comportements humains en augmentant la valeur dans le parcours client. Il s'agit d'utiliser les technologies imitant l'homme pour créer, communiquer, fournir et améliorer la valeur de l'expérience client du parcours de vente. Ce nécessitera d'ailleurs par une cartographie du parcours client et l'identification des technologies de marketing qui peuvent apporter cette valeur ajoutée. Les entreprises qui appliquent le marketing 5.0 doivent s'intéresser aux mégadonnées et d'où l'idée de créer un écosystème qui sera la condition préalable à la mise en œuvre du concept marketing. Ensuite, cette nouvelle technologie, NextTech, les technologies émergentes, vont viser à augmenter les capacités des marketeurs. Très concrètement, on utilisera l'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage naturel, la technologie des capteurs, les robotiques, la réalité augmentée ou virtuelle, l'Internet des objets et la blockchain. L'objectif, c'est de traduire ces outils en tactiques, le marketing piloté par les données, le marketing prédictif, le marketing contextuel, le marketing augmenté et le marketing agile. Le marketing piloté par les données ou le data-driven marketing fait généralement référence aux nombreuses applications et techniques du marketing digital qui sont basées sur l'utilisation des données. Il va utiliser des données de profil ou de comportement associées aux cibles clients ou prospects pour créer des campagnes publicitaires optimisées
et personnalisé. Et il sera directement lié à l'essor du big data. Ces mégadonnées vont permettre de conceptualiser, contextualiser un message, par exemple, en tenant compte de la météo, des données géographiques de guidage, de l'open data. Et par exemple, le client pourra appeler un centre d'appel juste après avoir utilisé un simulateur de crédit proposé sur son espace bancaire. C'est du marketing piloté par les données. Les éléments fondamentaux de ce marketing piloté par la donnée sont l'utilisation d'un écosystème, le persona et le segment. Alors, voyons ce que ce marketing piloté par les données peut aider la tactique marketing. Premier élément, le profilage d'un segment unique. Le marché est hétérogène et chaque client est unique. C'est pourquoi l'analyse marketing commence systématiquement par la segmentation et le ciblage. Sur base de la compréhension du marché, les entreprises peuvent concevoir stratégies et tactiques pour s'attaquer au marché. Plus la segmentation est pointue, plus l'approche marketing est importante. Depuis plus de 20 ans, les marketeurs rêvent de disposer d'une capacité de créer un marketing véritablement personnalisé. C'est ce qu'on appelait le marketing one-to-one il y a quelques années. Et aujourd'hui, on parle de segment d'un. Alors, segment of one fait référence au suivi de l'activité et des préférences d'un seul client potentiel, puis à la personnalisation des produits et des publicités pour cet individu en fonction de ses comportements grâce aux technologies digitales. Relativement important, ces outils d'analyse peuvent trouver une logique en analysant les énormes quantités de données collectées. Grâce à ces informations, les spécialistes du marketing vont adapter et diffuser avec précision des messages qui font directement appel aux intérêts de l'individu. La personnalisation permet de cibler les annonces en fonction des données relatives à l'emplacement, à l'heure et au goût individuel. Il ne s'agit pas seulement de délivrer le bon message, mais aussi de ne pas livrer le mauvais message. Pour cela, on peut utiliser plusieurs méthodes de segmentation. Il y a 4 grandes méthodes de segmentation. Segmentation géographique, démographique, comportementale ou psychographique. La segmentation géographique consiste à diviser le marché par pays, région, ville et lieu. Évidemment, lorsque ces segments géographiques sont trop larges, on ajoute des variables démographiques telles que l'âge, le genre, la profession, la classe socio-économique ou les groupes sociaux. Un exemple, les jeunes femmes de classe moyenne vivant dans les Yvelines ou les baby-boomers aisés de Bruxelles sont des exemples de noms de segments. Mais ces méthodes sont souvent des méthodes de segmentation descendantes et très faciles à comprendre. Elles sont facilement exploitables. La difficulté, c'est que quelque part, ces segments sont parfois moins significatifs car les personnes qui ont le même profil démographique et vivant dans les mêmes lieux peuvent avoir des préférences et des comportements d'achat différents. En outre, ils sont relativement fixes et hétérogènes entre eux, ce qui signifie qu'un client ne peut être classé que dans un seul segment pour tous les produits. Or, dans la pratique, dans la réalité, le parcours décisionnel du client diffère selon la catégorie et le cycle de vie. C'est la raison pour laquelle on a développé les segmentations psychographiques et segmentations comportementales. Dans le cas de la segmentation psychographique, les clients sont regroupés sur base de leurs croyances et valeurs personnelles ainsi que de leurs intérêts et motivations. Dans le cas de la segmentation comportementale, le client est regroupé en fonction de ses comportements passés. Les segments comportementaux peuvent inclure des dénominations qui reflètent la fréquence et montant des achats, comme un grand voyageur, un grand dépensier. Ils peuvent également montrer la fidélité du client et la profondeur d'interaction avec des dénominations telles que client fidèle, papillonneur ou acheteur précoce. Toutes ces méthodes sont importantes et elles permettent à la fois d'identifier et d'exploiter des segments. Un segment n'a du sens que s'il est identifiable facilement et s'il est exploitable, c'est-à-dire que
on peut directement pouvoir le toucher. En fait, un des reproches que l'on fait traditionnellement sur l'exploitation des données, c'est sur la difficulté d'identifier certains profils de base sur base de leur personnalité. Comment déterminer, par exemple, que quelqu'un est conservateur? Comment valider un profil sur base à simple observation et déclaration d'un individu? Tout cela fait que généralement, on conjugue ces différentes méthodes de segmentation pour obtenir des segments identifiables et exploitables. Alors, comment en pratique peut-on faire ce genre de choses? La solution passe par le persona. Alors, le persona, c'est un concept assez simple. Il consiste à décrire fictivement un segment de clientèle qui en résulte avec les 4 variables repérées ci-avant, c'est-à-dire les segmentations démographiques, géographiques, comportementales et psychographiques. Le persona, c'est donc cette description fictive et ce sera donc un client individuel. Cette description pourra évaluer en fonction des données collectées dans le big data, ce qui en fera une segmentation dynamique. Et donc le persona correspond aujourd'hui à une description géographique, démographique, comportementale et psychographique du client. En pratique, comment peut-on créer ce persona? Nous voyons ici un exemple de création. Cathy est un cadre. Elle a des identifications de nature démographique. 36 ans, mariée, 2 enfants. On a une identification géographique. Elle habite Cergy-Pontoise. On a une identification aussi sur ses comportements et sur ses attirances pour différentes choses. Ainsi, on voit qu'elle aime famille, des enfants, la mode, sa maison est organisée, hyperactive, moderne, généreuse, et nous avons une idée de l'utilisation des outils digitaux. On peut même, pour affiner cette description, la faire parler. Par exemple, Cathy déclarerait: j'aime croquer la vie à pleines dents et lorsque je souhaite quelque chose, j'attends qu'on me porte autant d'attention que j'en porte à autrui. L'objectif de tout ça, c'est de disposer d'un outil visible et communicable, notamment auprès de la force de vente, qui identifie le client, le profil de client de l'entreprise. À partir de là, il est possible de distinguer différents personas, différents segments, et on verra que dans les différents segments identifiés, on pourra choisir un cœur de cible, un visiteur occasionnel ou encore d'autres. L'intérêt de tout ça, c'est que cette image, ce concept est facilement utilisable pour les forces de vente de l'entreprise et aussi le personnel, l'ensemble du personnel en contact direct ou indirect avec les leads. Pour réussir les objectifs du marketing à piloter par les données, il convient de développer 3 étapes importantes. La première étape consiste à définir les objectifs du marketing piloté par les données. Tout projet commence par des objectifs clairs. Ensuite, d'identifier les besoins et la disponibilité des données existantes et puis construire un écosystème de données intégrées. En pratique, on pourrait se fixer des objectifs du marketing piloté par les données sous forme d'un tableau reprenant la réponse à 2 questions. Que veut-on offrir? Comment veut-on l'offrir? Par exemple, on pourrait vouloir offrir de nouveaux services, de nouveaux produits, personnaliser l'expérience client, élaborer une politique de prix dynamique ou encore d'autres. Comment l'offrir? On pourrait par exemple décider de cibler, localiser un public cible, concevoir un message efficace son contenu, sélectionner le mix média, etc., etc. Il existe toute une série de possibilités. Quoi qu'il en soit, l'idée est d'établir un cadre conceptuel, une matrice de données,
dans lequel on va croiser à la fois les différents outils que l'on peut utiliser, les réseaux sociaux, les médias, le web, le point de vente, l'Internet des objets, l'engagement, et les analyses qui peuvent être réalisées avec ces différents outils, de manière à choisir le bon mix média pour les communications marketing. Par exemple, on veut profiler et cibler le public cible, on peut utiliser un grand nombre d'éléments, ce qui nous permettra de réaliser une triangulation des données. On veut cartographier le parcours client tout au long de ces outils, les réseaux sociaux, les médias, le web, le point de vente, l'Internet des objets, l'engagement. Par contre, si on veut analyser, proposer du contenu de ce que les gens veulent, il faudra utiliser les réseaux sociaux et le web. Les habitudes médias vont se limiter aux réseaux sociaux, aux médias, au web. Et enfin, l'efficacité de l'inbound marketing sera principalement mesurable à travers les réseaux sociaux, le web, les points de vente et l'engagement. Tout cela permettra de déterminer l'objet de l'analyse. Une seconde tactique marketing réside dans le marketing prédictif. Le marketing prédictif va anticiper de manière proactive la demande du marché. L'idée est que on développe des techniques de modélisation des comportements du client de manière à anticiper les actions futures et probables d'achat et de proposer à un consommateur des produits susceptibles de l'intéresser et donc qui le conduiront à l'achat. Ainsi, on va chercher à améliorer le ciblage et à personnaliser les différentes offres. L'objectif, c'est d'augmenter la probabilité d'achat. C'est ainsi que les éléments essentiels, c'est d'utiliser la base de données marketing de manière à anticiper la demande en utilisant des applications et des modèles qui ont prouvé l'efficacité de la prédiction. Le marketing prédictif permet de développer différentes applications. Alors, quelques exemples d'applications. On peut examiner les comportements passés et ainsi déterminer une probabilité de réaliser des actions similaires. On peut découvrir des modèles subtils dans le big data. On peut identifier des plans d'action, soit en matière de gestion des clients, de gestion des produits ou de la marque. Quoi qu'il en soit, généralement, on va mettre en place des systèmes qui vont intégrer les trois éléments importants. La gestion des produits, prédire les chances de succès d'un lancement de produit, personnaliser la proposition de valeur du produit, recommander un large catalogue. En matière de gestion de la marque, prédire les chances de succès d'une campagne, estimer le contenu marketing qui va émouvoir le consommateur ou guider le consommateur à travers le parcours client. Et en matière de gestion des produits, ça peut être découvrir les possibilités de vente incitative et de vente croisée, estimer la fidélité du consommateur et le risque de défection, déterminer la prochaine action du consommateur. Comment fonctionne le marketing prédictif? Il va fonctionner à travers différents modèles. Alors, on a trois grands types de modèles qui permettent de comprendre les modèles prédictifs. Soit on a des prédictions simples, et là, les prédictions simples, on utilise généralement des régressions, que ce soit une régression simple en termes de modèles ou des réflexions plus élaborées. On va utiliser des systèmes de filtrage collaboratif pour les systèmes de recommandation et pour les prédictions complexes des réseaux neuronaux. En pratique, la figure explique bien, on va tout en haut de la figure, on voit apparaître un élément essentiel, l'expérience antérieure. L'expérience antérieure permet d'analyser les opérations marketing qui ont été réalisées et celles qui fonctionnent. Ensuite, on va pouvoir tester de nouvelles introductions et notamment en développant de nouvelles opérations marketing. Et puis, l'entreprise a déjà des résultats sur ses productions, sur ses ventes, et ses prévisions antérieures pourront être validées par ces résultats de l'entreprise. Tout cela entrant dans un modèle permettant de sortir des données importantes, on vérifiera que les résultats prévus correspondent aux résultats de l'entreprise. Si c'est le cas,
ça sera un modèle prédictif efficace. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être adapter. Pour construire ces modèles, on a besoin bien sûr d'experts, c'est des analystes de données, et on a besoin d'une compréhension stratégique du fonctionnement des modèles et de l'interprétation de leurs résultats, donc des experts du marketing. Troisième grande tactique en marketing 5.0, c'est le marketing contextuel. Alors, imaginons ce que peut apporter le marketing contextuel. Imaginons une société qui va tester des réfrigérateurs intelligents qui sont équipés de caméras, de capteurs, de portes à écran digital pour afficher les produits placés à l'intérieur, ainsi qu'une communication personnalisée aux clients. Si la technologie ne reconnaît pas les visages, n'identifie les magasins pour des raisons de confidentialité, elle prédit l'âge et le genre des acheteurs. Leur réfrigérateur va utiliser la détection faciale pour déduire le profil sociodémographique et les émotions d'un client qui s'approche de la porte de l'appareil. Il utilise également le suivi oculaire et les capteurs mouvement pour évaluer l'intérêt de l'acheteur. Finalement, le marketing contextuel combine ces informations et données externes telles que la météo, des événements locaux, et ce moteur d'intelligence artificielle va sélectionner des produits et des promotions spécifiques à afficher sur les écrans. Le marketing contextuel consiste donc à utiliser un contexte particulier pour personnaliser un message ou toucher une cible en fonction de sa géolocalisation, du climat d'un événement. Il faudra donc disposer de 3 éléments importants. Le premier, c'est l'expérimentation en temps réel. Deuxièmement, des outils doivent être disponibles dans une infrastructure de détection intelligente. Il faut disposer de capteurs, de biométrie, de lieu de vie, et enfin pouvoir offrir des niveaux d'expérience personnalisés, c'est-à-dire capter les infos essentielles à la personne, comprendre les interactions et pouvoir permettre l'immersion de la personne. Ces 3 éléments sont essentiels à la réussite du marketing contextuel. Observons à présent comment fonctionne le mécanisme du marketing contextuel. Alors, imaginons un prospect qui se présente près d'un point de vente. Les capteurs présents sur le point de vente vont détecter le client à proximité. Bon, ça va, il y a une personne. À ce moment-là, les mêmes capteurs vont essayer de capter les informations du client. Ces informations, par exemple, à travers un senseur, etc., à travers une reconnaissance faciale, vont permettre de traiter les données pour identifier et profiler le client. Par exemple, un client jeune ou un client plus âgé, un homme ou une femme, une famille, etc. Dès que les données sont traitées par l'intelligence artificielle va, dans un second temps, donner des réponses personnalisées qui vont ensuite permettre à l'interface utilisateur de transmettre ces réponses au consommateur. Ainsi, le parcours est simple. On va permettre au consommateur de bénéficier d'une information très importante pour sa prise de décision. Évidemment, pour que tout fonctionne, il convient de disposer d'un écosystème connecté du marketing contextuel. Très concrètement, on va utiliser donc un certain nombre de déclencheurs. Ces déclencheurs, on va les trouver à travers un certain nombre d'outils fournis par l'Internet des objets. On peut ainsi obtenir des informations sur la qualification de la personne qui est telle, le profil recherché, le lieu, le bon endroit où ça se passe, le moment opportun pour communiquer et l'ambiance appropriée à cette communication. L'Internet des objets va former avec l'intelligence artificielle une combinaison puissante dans le but de créer une expérience de marketing contextuel. Le marketing piloté par les données est né avec les médias digitaux. Alors, c'est ainsi qu'on va voir à côté de ces déclencheurs des réponses qui vont être fournies par l'intelligence artificielle qui va construire cet écosystème connecté, soit dans le point de vente, soit au domicile du consommateur. Et dès que l'infrastructure est créée, les spécialistes du marketing n'ont qu'à préciser
quel déclencheur installer et les actions à entreprendre. Les actions seront basées sur l'expérience souhaitée par le consommateur, le média qui est le plus adapté, la promotion qui est appropriée aux attentes du consommateur, le produit recherché par le consommateur qui soit conforme à ses demandes et le message correct à transmettre. De ce fait-là, les marketeurs pourront également interagir avec cette personne et même développer une expérience client immersive. Quatrième approche, le marketing augmenté. Alors, le marketing augmenté a pour objectif d'offrir une interaction humaine optimisée par la technologie. Ces applications vont concerner la réalité augmentée. C'est l'idée d'augmenter la valeur d'une offre par l'ajout d'une offre supplémentaire et innovante en vue d'accroître les probabilités de vente. Par exemple, c'est l'idée un produit acheté le second gratuit, ben ici on va le faire en matière d'application marketing en développant des symbioses entre l'être humain et la machine, que ce soit au niveau des interfaces clients, le service après-vente ou la vente elle-même, des outils digitaux de première ligne qui permettent par exemple de réaliser des premières simulations, par exemple un comparateur de prix qui permet ensuite d'être mis en relation avec un vendeur ou un outil qui permet de faire une simulation du crédit avant de pouvoir offrir une action humaine optimisée. Quoi qu'il en soit, on va donc travailler en marketing augmenté avec trois outils importants, les outils digitaux, les interfaces clients et les actions humaines optimisées. Dans l'interface de vente, le marketing augmenté joue un rôle prépondérant. Alors, comment cela va-t-il fonctionner? Pour déterminer cette interface de vente, on va avoir besoin de préciser les étapes du processus de vente, établir la liste d'interfaces de vente possibles et faire correspondre l'activité de l'entonnoir de vente à la meilleure option d'interface. Cet entonnoir se compose d'un certain nombre d'éléments. Premier élément qu'on va retrouver au sommet de l'entonnoir, c'est par exemple un chatbot qui va capter les données des prospects lors d'un dialogue de recrutement. Ces informations sont stockées. Et puis, un chatbot assure le suivi des prospects par l'envoi de contenu informatif. Le consommateur se dit, tiens, ça pourrait être intéressant de simuler un crédit pour un investissement en matière d'économie d'énergie. Le chatbot capte l'intérêt du consommateur pour le type de produit, capture ces informations. Et ensuite, la force de vente va convaincre les prospects sélectionnés par un entretien de vente. Et la conclusion de la vente sera au niveau de la force de vente qui clôture la négociation finale et conclut la vente. Au sein de cet entonnoir de vente, les deux premières étapes, les sommets et le milieu de l'entonnoir, ce sont des outils digitaux, tandis que le bas de l'entonnoir et la conclusion de la vente restent le rôle de l'être humain. Mais le marketing augmenté peut aussi intervenir dans le service client. Alors l'idée, c'est de concevoir une assistante client adaptée. Donc, que va-t-on faire? On va construire une base de connaissances des questions fréquemment posées, de manière à ce que lors d'un entretien de vente, le téléopérateur puisse avoir accès à cette information et savoir que répondre. Ça va permettre aussi de déterminer le modèle de hiérarchisation des clients. Par exemple, vous souhaitez souscrire un abonnement spécifique en matière de télécommunication, mais il est essentiel de pouvoir, avant tout contact avec le client qui possède déjà un outil, de valider auprès de lui que l'outil qu'il possède est bien celui qui est à sa disposition. Imaginez les confusions qu'il pourrait y avoir parlant d'autre chose. Et puis l'idée, c'est de créer des options de support client à plusieurs. En pratique, comment cela va fonctionner? On peut imaginer de développer un marketing augmenté dans un service client à plusieurs niveaux, notamment en fonction de l'importance du client et de la possibilité de tirer parti de la base de connaissances dans les différents canaux de communication. Le premier canal, c'est
consistera à créer une option de libre service en plaçant la base de connaissances sur le site web. Donc l'idée, c'est que lorsque cette base de connaissances est facilement accessible avec des storyboard threads, elle peut être facilement transférée vers les chatbots et les assistants virtuels. Lorsque les clients n'ont pas obtenu de réponse après être passés par finalement, ces interfaces mais qui restent virtuelles, les entreprises doivent offrir la possibilité de passer à des interfaces humaines. Alors regardons ce qui se passe ici. On peut très bien avoir tout en bas pour la majorité des clients une communauté de soutien des ressources en ligne. Je tape une information et j'obtiens une réponse. J'ai un problème technique avec un produit, je tape l'information et la communauté des utilisateurs me répond. Je n'ai pas de réponse, la réponse n'est pas suffisante, notamment dans des questions fréquemment posées. Je peux ensuite envoyer un courriel où un chatbot peut traiter ma question. Pas de solution, je passe ensuite et on arrive vers le sommet de la pyramide dans une ligne téléphonique dédiée ou une discussion directe via un chat. Pas encore de réponse, mais je peux très bien aller au-dessus, auprès d'un chargé de clientèle, une ligne téléphonique dédiée. L'idée étant que la majorité des clients et des prospects se retrouvent tout d'abord en bas de manière à limiter. Pourquoi? Parce que ce chargé de clientèle, on peut considérer que ça revient de l'ordre d'une quinzaine d'euros par mois. Alors imaginez, avec un minimum de 1000 utilisateurs pour que ça puisse fonctionner. Une ligne téléphonique, on peut imaginer que c'est le même prix, mais ça peut être rentabilisé entre 500 et 1000 utilisateurs. Un support par courriel sera moins cher, de l'ordre de 10 euros, et on peut travailler entre 5 et 500 utilisateurs. Et enfin, la communauté de soutien, il faut très peu au niveau coût de personnel. Imaginons que ça revienne aux alentours d'une dizaine d'euros par mois et un seul utilisateur est nécessaire. Dernière étape, dernière tactique importante, le marketing agile. Alors, l'agilité, c'est quoi? C'est un mode de gestion actif et proactif qui permet aux organisations de rester compétitives tout en développant une stratégie de changement. Alors, que va-t-on retrouver dans ce marketing agile ou agile marketing? On va mettre en place, l'entreprise va déployer un système qui permet de réagir rapidement aux attentes des consommateurs, c'est-à-dire déployer des actions rapides, notamment en matière marketing, et les remettre en cause rapidement. L'idée est de s'inscrire dans un paysage commercial rapide et imprévisible, et donc de développer un esprit qui permette l'analyse en temps réel, des équipes décentralisées, des plateformes flexibles de produits, un traitement simultané, une expérimentation rapide et une innovation ouverte. Nous retrouverons donc des termes tels que décentralisation, innovation, rapidité, flexibilité, simultanéité et expérimentation. Les éléments essentiels du marketing agile. Un exemple classique dans le marketing agile, c'est qu'on a besoin d'analyser en temps réel les comportements des personnes. Ces comportements vont ensuite être traités par des équipes décentralisées qui ont une capacité de réponse très rapide. Il y aura simultanément un traitement des informations de manière à pouvoir aller chercher sur une plateforme flexible de produits la réponse la plus adaptée aux attentes du consommateur. Ensuite, on pourra tester l'expérimentation rapide, donc tester, voir comment le consommateur réagit et s'il répond favorablement, mettre en place le produit. Ce qui permet de disposer d'une innovation ouverte qui n'attend pas le résultat d'une recherche en profondeur pour fonctionner. En fait, en temps réel, il est quasi possible de développer le produit pour répondre aux attentes des consommateurs. C'est un petit peu le concept du bêta-test en informatique où on met à disposition une version améliorable d'un programme pour permettre aux consommateurs de le tester et éventuellement de faire part de ses remarques.